Je suis Cameron Moore, 32 ans, et la fête des mères dernière, ma mère m'a envoyé une facture de 347 000 $. L'objet était, le coût d'élever une déception. Avant de vous parler du message texte qui a détruit toute sa vie et l'héritage qu'elle pensait avoir sécurisé, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je veux vraiment savoir qui est de mon côté aujourd'hui. Cela a commencé un dimanche matin. Le genre de dimanche censé être paisible. J'étais assis à ma table de cuisine, sirotant un café noir, écoutant la pluie taper contre la fenêtre de l'appartement que je partage avec ma fiancée Sarah. Nous parlions de choses sans importance, à savoir si nous devions réparer le robinet qui fuit ou simplement appeler un plombier. Les choses banales d'une vie bâtie sur le travail acharné et un budget soigné. Puis mon téléphone a vibré. Ce n'était pas juste un simple buzz. C'était une vibration qui semblait lourde, comme si elle portait de mauvaises nouvelles. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Une notification de mail de Linda Moore, ma mère. Mon estomac a fait ce mouvement familier, celui qu'il faisait depuis que j'étais enfant. Chaque fois qu'elle exigeait de l'attention, j'ai ouvert le message. Je ne m'attendais pas à un joyeux dimanche ou à un « comment vas-tu » ? Ce n'est pas le style de Linda. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que j'ai vu. C'était une feuille de calcul Excel, une facture littérale. Un message était joint, « Cameron, puisque tu as décidé d'être absent du succès familial et de continuer à nous embarrasser avec ta médiocrité, j'ai calculé ce que tu me dois. C'est le coût d'élever un échec. J'attends qu'un plan de paiement soit discuté lors de la réunion. » J'ai ouvert la pièce jointe. Ma main ne tremblait pas. J'étais au-delà de ce point dans ma relation avec elle, mais ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Elle avait détaillé mon existence. Ligne 1, frais d'accouchement à l'hôpital et péridurale, 1992, 12 400 $. Ligne 15, couche, marque, UGI Pampers seulement. Année 0 à 2, 2800 $. Ligne 42, orthodontie bag. Année 12, 6500 $. Ligne 78, camp de football, que tu as quitté, 450 $. Cela continuait sans fin. Vêtements, nourriture, une part au prorata de la facture d'électricité de 1995 à 2010. Elle a même inclus le coût de l'essence qu'elle utilisait pour me conduire à l'école. Le total général, en gras et en rouge en bas, était de 347 000 $. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Sarah. Elle devait avoir vu le sang me quitter le visage. Je ne pouvais pas parler. Je lui ai juste tendu le téléphone. Sarah est une personne calme. Elle est infirmière. Elle gère les traumatismes et les personnes déraisonnables pour gagner sa vie. Mais en faisant défiler la liste, ses yeux se sont écarquillés. Cameron, a-t-elle murmuré. C'est insensé. Elle t'a facturé tes propres fêtes d'anniversaire. Oui, ai-je réussi à dire, ma voix rauque, comme si j'avais avalé du papier de verre. Regarde la ligne 84. Fête d'anniversaire, 10 ans. Pizza et location de clown, 300 $. Enfant ingrat n'a pas assez souri. Sarah m'a regardé, l'horreur peinte sur son visage. Elle ne peut pas être sérieuse. C'est une blague ? Une mauvaise blague ? Linda ne plaisante pas, ai-je dit. Pas avec l'argent et certainement pas avec moi. Puis les notifications ont commencé. Digne, digne, digne. Mon téléphone s'est illuminé comme une machine à sous. J'ai regardé l'entête de l'email à nouveau. Je l'avais manqué la première fois parce que j'étais tellement concentré sur la pièce jointe. Elle ne l'avait pas seulement envoyé à moi. Elle avait mis en copie carbone toute la famille. 48 personnes, mon père Richard, mon frère Victor, grand-mère Éléanore, tante Patricia, oncle George, des cousins que je n'avais pas vus depuis mes 12 ans, des cousins qui vivaient au Nebraska et qui avaient probablement oublié mon existence, tout le monde. Elle avait diffusé mon humiliation à toute la liste des lignées Moore et Harrison. Un texte est arrivé de tante Martha, Cameron, chérie, je viens de recevoir cet email. Tout va bien ? Ta mère semble contrariée. Un autre de mon cousin Michael, mec, c'est quoi ce bordel ? Tu as emprunté 300 000 $ à tante Linda. J'ai posé le téléphone sur la table. Le silence dans la cuisine était assourdissant. J'ai ressenti un mélange de honte et de rage, un cocktail que je buvais depuis l'enfance.
La honte était automatique, le sentiment que j'étais peut-être un fardeau, que mon existence était un coup. C'est ce qui arrive quand on vous dit que vous ne valez rien pendant 30 ans. Vous commencez à croire à l'évaluation. Mais la rage était nouvelle. Elle était froide et vive. Elle fait ça à cause de la réunion, ai-je dit, fixant la pluie. Elle veut s'assurer que quand j'entrerai chez grand-mère la semaine prochaine, je serai déjà à genoux. Elle veut que tout le monde me regarde et voie un débiteur. Une sangsue. Sarah a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Sa paume était chaude. Tu n'es pas une sangsue, Cam. Tu es financièrement indépendant depuis que tu as 22 ans. Tu as payé tes propres études. Tu paies ton propre loyer. Tu ne leur as jamais demandé un sou. Je sais, ai-je dit. Mais la vérité n'importe pas à Linda. Il s'agit du récit. Il s'agit de contrôle. J'ai pensé à mon frère Victor, l'enfant prodige. Victor, qui avait 3 ans de plus. Victor, qui était associé dans un cabinet d'avocats, un emploi qu'il a obtenu parce que papa a fait jouer une faveur. Victor, qui vient d'acheter une maison coloniale à Wesley avec un acompte que maman et papa lui ont offert. Je parie que Victor n'a pas reçu de facture. Je parie que Victor a reçu un chèque. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le reflet qui me regardait avait l'air fatigué. Je suis analyste financier. Je passe mes journées à regarder des feuilles de calcul, à trouver des divergences, à retracer les flux d'argent. Je sais comment les chiffres fonctionnent. Je sais que les chiffres ne mentent pas, mais les gens utilisent les chiffres pour mentir tout le temps. Linda avait fait une erreur tactique. Elle pensait qu'elle parlait ma langue en m'envoyant une feuille de calcul. Elle pensait m'intimider avec des données, mais les données sont mon terrain de jeu. Elle veut se battre, ai-je dit doucement. Tu n'es pas obligé d'y aller, a dit Sarah. Nous pouvons sauter la réunion. Nous pouvons éteindre nos téléphones. Nous pouvons aller dans le Maine pour le week-end. Juste toi et moi. C'était une offre tentante. Mon Dieu, c'était tentant de simplement partir, de couper les ponts. Mais si je ne me montrais pas, Linda gagnait. Si je ne me montrais pas, l'histoire qu'elle racontait à la famille, celle que j'étais un échec qui avait siphonné ses finances, deviendrait le document permanent. Non. Je me suis retourné vers Sarah. J'y vais. Je me suis dirigé vers le comptoir où mon ordinateur portable était en charge. Je l'ai ouvert et sorti du mode veille. Mon fond d'écran était un paysage générique, calme et neutre. J'ai navigué dans mes dossiers, documents, personnels, impôts. Puis j'ai cliqué sur un dossier caché, un que j'avais créé il y a 3 ans et nommé simplement « Assurance ». Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. J'avais espéré que je n'aurais jamais à le faire. C'était mon option nucléaire. Ma boîte a brisé en cas d'urgence. À l'intérieur se trouvaient 3 fichiers. Un PDF, un relevé bancaire scanné de 2016 et un dossier de capture d'écran. J'ai regardé les noms des fichiers. Fiducie-éducation-enquête.pdf, déclaration IRS 2018-2024.xlsx, preuve-rapport-de-crédit.pdf. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Sarah, se levant et venant se tenir derrière ma chaise. Je passe en revue les comptes, ai-je dit, ma voix était maintenant ferme. La honte avait disparu. Il ne restait que la précision froide d'un auditeur trouvant une divergence massive. Maman m'a envoyé une facture. Il est juste que j'audite ses comptes avant de payer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texte de Linda cette fois. Rendez-vous chez grand-mère. Ne sois pas en retard. Et porte un costume. Essaie d'avoir l'air d'en avoir les moyens. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux. J'ai cliqué pour ouvrir le premier fichier. Les chiffres me regardaient. Dur. Indéniable. Criminel. Elle n'a aucune idée de ce que tu as, n'est-ce pas, a demandé Sarah doucement. Non, ai-je dit. Elle pense que je suis le même gamin qu'elle a réduit au silence quand j'avais 12 ans. Elle pense que je suis la déception qui n'a pas pu entrer à Harvard. Elle a oublié que j'ai obtenu mon diplôme avec distinction en finance à Boston University. Elle a oublié que mon travail consiste littéralement à démasquer les menteurs.
J'ai fermé l'ordinateur portable. Fais tes valises, Sarah. Ai-je dit, nous allons au Connecticut et nous apportons les reçus. Le trajet jusqu'à la ferme de grand-mère Eleanor dans le Connecticut prenait habituellement 3 heures, mais avec la tempête qui se dissipait et les routes mouillées, il a semblé plus long. Les pneus fredonnaient sur l'asphalte, un bourdonnement monotone qui donnait trop d'espace à mon esprit pour divaguer. Sarah conduisait. J'étais sur le siège passager, serrant une enveloppe Kraft comme s'il s'agissait des codes nucléaires. Chaque borne kilométrique passée ressemblait à un pas en arrière dans le temps, me dépouillant de l'homme confiant que j'étais devenu et me transformant à nouveau en l'enfant qui n'était jamais tout à fait assez bien. « Ça va ?» a demandé Sarah, les yeux sur la route, sa main serrant brièvement mon genou. Je pensais juste. J'ai menti. Je ne pensais pas. Je me souvenais. Je me souvenais de ma remise de diplôme universitaire. 2016. Une journée humide à Boston. J'étais assis dans cette mer de toge rouge, la sueur me coulant dans le dos, balayant la foule du regard à la recherche de ma famille. J'avais obtenu mon diplôme avec mention. J'avais travaillé 2 emplois, les nuits dans un entrepôt et les week-ends comme barman pour payer mes frais de scolarité après que maman m'ait dit que l'argent n'était pas là. Papa était là, agitant un petit drapeau, l'air fier mais fatigué. Le siège à côté de lui était vide. Maman m'avait appelé ce matin-là. J'ai une migraine, Cameron. Je ne peux pas faire la route. Ce n'est qu'une cérémonie. Tu recevras le diplôme par la poste de toute façon. Je l'ai cru. Je voulais la croire. Une semaine plus tard, j'ai vu les photos sur Facebook. Elle s'était envolée pour New York pour un gala au cabinet d'avocat de Victor. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. La légende disait, célébrer mon brillant fils, Victor. Si fier de l'homme qu'il est devenu. Il n'y avait aucune mention de mon diplôme. Aucune mention du fait que j'étais le premier de la famille à comprendre les dérivés de marchés complexes. Juste Victor, toujours Victor. Dis-moi encore pourquoi nous faisons ça, a dit Sarah, brisant ma transe. Pourquoi ne pas simplement envoyer la preuve par email? Pourquoi entrer dans la gueule du lion? Parce qu'un email peut être supprimé, ai-je dit, regardant les arbres floutés. Un email peut être manipulé. Elle dira à tout le monde que j'ai falsifié les documents ou que je suis confus. C'est une maîtresse du gaslighting, Sarah. Si j'envoie ça numériquement, elle contrôle le récit. Si je le fais en personne devant tout le monde, elle n'aura nulle part où se cacher. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe. L'abus financier n'a pas commencé avec le fonds universitaire. Ça a commencé petit. Ça a commencé avec les impôts de la famille. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier emploi, emballer des courses. Salaire minimum. J'étais si fier de cette première paie, $140. J'ai acheté mes propres baskets pour la première fois. Maman a pris les 3 paies suivantes. Nous en avons besoin pour la maison, avait-elle dit, nous sommes en difficulté. Nous n'étions pas en difficulté. Papa était directeur régional d'une entreprise de logistique. Nous avions 2 voitures. Nous allions skier. Enfin, ils allaient skier. Je restais généralement chez grand-mère, mais je l'ai cru. Je pensais que j'aidais. Je lui ai donné des milliers de dollars pendant mon adolescence. Puis est venu le gros morceau, le fonds universitaire. Grand-mère Eleanor et grand-père Harrison, que Dieu ait son âme, étaient de la vieille richesse, pas des milliardaires, mais de l'argent confortable des terres agricoles du Connecticut. Ils croyaient en l'éducation. Quand je suis né, ils ont créé une fiducie identique à celle de Victor. Quand je suis entré à Boston University, je suis allé voir maman pour accéder au fonds. Je me souviens de la conversation avec vivacité. Nous étions dans la cuisine. Elle coupait des légumes, le couteau frappant la planche à découper avec des bruits agressifs. L'argent est parti, Cameron, avait-elle dit, sans même lever les yeux. Parti? Comment? Les marchés se sont effondrés. Mauvais investissement. De plus, nous avons dû en utiliser pour tes bagues et tes problèmes. Problème. C'était son mot de code pour dire que j'étais un enfant normal et actif. Mais le fonds de Victor allait bien, avais-je argumenté. Il est allé à la faculté de droit sans dette. Victor est différent, a-t-elle claqué, me désignant du couteau.
Victor a un avenir dans lequel il vaut la peine d'investir. L'argent a manqué. Fais avec. Sois un homme. Alors je l'ai fait. J'ai contracté des prêts. D'une valeur de 67 000 $. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 4 ans. J'ai sauté les vacances de printemps. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux brûlent et j'ai obtenu mon diplôme. Ce n'est que 3 ans plus tard, lorsque j'ai obtenu ma certification CPA et commencé à travailler pour une grande entreprise, que j'ai décidé d'examiner cela. J'avais les compétences maintenant. Je savais comment retracer les virements bancaires. Je savais comment lire les grands livres bancaires. J'ai tiré les relevés et ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Le marché ne s'était pas effondré. Mon fonds avait très bien fonctionné. Il avait atteint 89 000 $ et le 3 août 2015, le solde entier a été retiré. Viré sur un compte courant personnel se terminant par 44,90. Linda Moore. 2 jours plus tard, un débit de 88 500 $ est apparu sur ce même compte courant. Le commerçant, Porsche de Fairfield. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre la vitre froide de la voiture. Elle a conduit mon éducation. Chaque fois qu'elle s'arrêtait dans cette Cayenne blanche, l'air prospère et aisé, elle conduisait mes prêts étudiants. Elle conduisait les nuits que j'ai passées à frissonner dans un appartement courant d'air parce que je ne pouvais pas me permettre de me chauffer. Nous y sommes presque, a dit Sarah, sa voix baissant d'un octave. Je peux voir la maison. Je me suis redressé. La ferme de grand-mère Eleanor était une vaste coloniale blanche en retrait de la route. C'était magnifique. Elle représentait la seule sécurité que j'avais connue enfant. Grand-mère était dure. C'était une femme de peu de mots, sévère et stoïque. Mais elle était juste. Elle ne m'a jamais regardé avec le dédain de maman. L'allée était déjà pleine. J'ai vu la berline d'oncle George, le monospace de tante Patricia, et juste là, au premier plan, la Porsche Cayenne blanche, et garée à côté, une toute nouvelle Ferrari rouge cerise. Victor, ai-je marmonné. Bien sûr. C'est une belle voiture, a admis Sarah. C'est une location, ai-je dit, bien que je n'en sois pas certain. Ou papa l'a payé. Victor gagne bien sa vie, mais il dépense plus vite qu'il ne gagne. C'est tout en surface, sans fondation. Nous avons garé la voiture, ma fiable Honda Accord de 5 ans, au bout de l'allée, presque dans l'herbe. Elle ressemblait à une voiture jouée à côté de la flotte de véhicules de luxe. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait contre mes côtes. Ce n'était pas seulement une réunion de famille. C'était une salle d'audience, et j'étais le procureur. « Tu es prêt ?» a demandé Sarah. Elle avait coupé le moteur. Le silence de la campagne a envahi l'habitacle. Non, ai-je dit honnêtement, mais j'en ai fini d'être la victime. J'ai attrapé l'enveloppe Kraft. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. L'email de maman était toujours là. La facture de 347 000 $. Coût d'élever une déception. Allons payer la facture, ai-je dit. Nous sommes sortis de la voiture. L'air sentait l'herbe mouillée et le charbon coûteux. La fête avait déjà commencé. J'entendais des rires provenant du jardin, le son de personnes qui ne savaient pas que leur histoire familiale était sur le point d'être réécrite. J'ai marché vers la maison, la main de Sarah dans la mienne. Je ne le savais pas alors, mais grand-mère Eleanor nous regardait depuis la fenêtre du 2e étage. Elle savait ce que Linda avait fait. Elle le soupçonnait du moins, et elle attendait que je me lève enfin. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne partirai pas avant que tout le monde sache la vérité. Au moment où nous avons posé le pied sur le porche, l'atmosphère a changé. Les rires n'ont pas cessé, mais ils ont changé de ton. Ils sont devenus plus serrés, plus chuchotés. Les regards ont fusé vers nous, puis se sont rapidement détournés. Ils avaient tous reçu l'email. Ils savaient tous que j'étais le type avec l'étiquette de 347 000 $ sur la tête. Linda tenait la cour près des portes du patio. Elle portait une robe en soie lavande qui flottait autour d'elle comme une reine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, rigides de laque. Elle tenait un verre de vin blanc dans une main et gesticulait de l'autre, racontant probablement un récit de son propre martyre. Elle m'a vu. Son sourire n'atteignait pas ses yeux et ne l'avait jamais fait. Cameron, a-t-elle annoncé assez fort pour que les voisins l'entendent.
Tu es venu et tu as amené Sarah. Elle a prononcé le nom de Sarah comme si c'était une légère allergie. Bonjour, Linda, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Bonjour, maman. Tu es en retard, a-t-elle claqué, laissant tomber la façade une fraction de seconde. Victor est ici depuis des heures. Il a apporté le plus merveilleux cabernet millésimé. Nous avons travaillé ce matin, a dit Sarah, sa voix polie mais ferme. Bien sûr que vous l'avez fait, a rejeté Linda. Elle s'est tournée vers moi. Cameron, va aider ton père au grill. Il est submergé de hamburgers et essaie de ne rien brûler cette fois. Je n'étais même pas là depuis 2 minutes et j'étais déjà mis au travail. C'était la dynamique. Victor arrivait avec du vin et s'asseyait sur le mobilier de patio moelleux. J'arrivais et on m'envoyait au quartier des domestiques. J'ai regardé le patio. Victor était là, portant un costume en lin qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il riait avec mon cousin Michael, sa main posée sur le dossier de la chaise de sa femme Jessica. Jessica arborait une bague en diamant qui captait la lumière du soleil comme un signal de détresse. Elle était énorme. Victor m'a salué d'un geste paresseux et dédaigneux. « Salut, petit frère, prends-moi une bière pendant que tu y es. » J'ai senti la colère monter, chaude et vive, mais je l'ai refoulée. « Pas encore, me suis-je dit. Attends le bon moment. » J'ai marché jusqu'au grill. Papa était là, transpirant à travers sa chemise polo, retournant des galettes avec une détermination sinistre. Richard Moore était un homme bon, mais faible. Il aimait la paix plus que la justice. « Salut, papa, ai-je dit. » Il a levé les yeux, le soulagement se répandant sur son visage. « Cam, Dieu merci. Peux-tu prendre le relais? J'ai mal au dos. »« Bien sûr, papa. » Il m'a tendu la spatule. Puis il s'est arrêté, me regardant avec des yeux tristes. « J'ai vu l'email, Cam, ta mère. Elle est juste stressée. Tu sais comment elle est pendant les vacances. Ne le prends pas à cœur. Elle a envoyé une facture de 347 000 $ à toute la famille, papa. Elle m'a facturé les couches. » Papa a soupiré, s'essuyant le front. « Je sais. Je lui ai dit que c'était trop, mais tu la connais. Une fois qu'elle a une idée. » Il a laissé sa phrase en suspens, incapable de la finir. Il m'a tapoté l'épaule maladroitement. « Essaie juste de ne pas faire de scène. »« D'accord. Pour grand-mère. »« Je fais ça pour grand-mère, » ai-je dit doucement. Papa ne m'a pas entendu. Il s'éloignait déjà, échappant à la chaleur. Je suis resté là, retournant des hamburgers, observant ma famille. Je me sentais comme un fantôme à mes propres funérailles. Il mangeait ma nourriture, buvait du vin et chuchotait à mon sujet. Je pouvais voir tante Martha montrer l'email à oncle Bill sur son téléphone. Il secouait la tête, me regardant avec pitié. Pauvre Linda, disait-il probablement, devoir gérer un fils si désœuvré. Puis j'ai senti une présence à côté de moi. C'était grand-mère Eleanor. Elle se déplaçait silencieusement pour une femme de 80 ans. Elle s'appuyait sur sa canne, vêtue d'une robe fleurie et d'un cardigan malgré la chaleur. Ses yeux vifs et bleus ont plongé dans les miens. « Grand-mère, » ai-je dit, souriant sincèrement pour la première fois. « Joyeuse fête des mères. » Elle n'a pas souri en retour. Elle a regardé le grill, puis le patio où Linda riait bruyamment de sa propre blague. Elle a mis cette chose au mur, a dit grand-mère. Sa voix était comme des feuilles sèches, rauques, mais distinctes. Quelle chose? La facture. Elle l'a encadrée. Elle est au-dessus de la cheminée dans le salon. J'ai figé. Elle l'a encadrée. Elle veut que tu craques, Cameron, a murmuré grand-mère. Elle s'est rapprochée. Sa main serrant mon bras avec une force surprenante. Elle veut que tu cries. Elle veut que tu aies l'air instable pour pouvoir justifier de te couper complètement. Elle fait un coup pour le domaine. J'ai regardé grand-mère. J'ai réalisé alors qu'elle n'était pas juste une douce vieille dame. Elle était la matriarche. Elle voyait tout. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a dit grand-mère, ses yeux rivés sur les miens. Tiens bon. Tu m'entends? Tu as la vérité. Utilise-la. Elle m'a tapoté le bras et s'est éloignée avant que je ne puisse répondre.
Utilise-la, elle savait. 1 heure plus tard, le déjeuner était servi. Nous nous sommes rassemblés dans l'immense salle à manger. La table était dressée avec la belle vaisselle. Nous étions 48 entassés. Le niveau sonore était élevé jusqu'à ce que Linda tape sa cuillère contre son verre de vin. Tout le monde, s'il vous plaît, a-t-elle rayonné. La pièce est devenue silencieuse. Linda se tenait au bout de la table. Je veux juste dire à quel point je suis béni de vous avoir tous ici. Être mère est le travail le plus difficile au monde. Bravo, a trinqué oncle Bill. Cela demande des sacrifices, a poursuivi Linda, sa voix tremblante d'une émotion feinte. Cela demande de donner tout ce que l'on a. Son corps, son temps, ses finances. Elle a fait une pause pour l'effet, ses yeux se posant directement sur moi. J'étais assis à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine. J'ai eu la chance d'avoir 2 fils, a-t-elle dit. Victor, qui n'a apporté que de la fierté à cette famille. Victor a souri, levant son verre. Et Cameron, son visage s'est affaissé, un masque de déception tragique. Cameron, qui m'a enseigné la vertu de la patience et du pardon. La pièce était si silencieuse qu'on aurait entendu une mouche voler. J'ai envoyé un email plus tôt, a-t-elle dit, désignant le salon. Parce que je crois en la transparence, j'ai encadré une copie des coûts que j'ai engagés pour élever Cameron. Non pas pour être cruel, mais pour être réel, pour montrer le fardeau que j'ai porté. Elle s'est dirigée vers la cheminée et a montré le cadre. C'était là. Ma vie réduite à une dette. Cameron, a-t-elle dit en se tournant vers moi, je ne m'attends pas à ce que tu rembourses tout aujourd'hui. Je sais que tu as des difficultés, mais je veux une reconnaissance. Je veux que tu te lèves devant cette famille et que tu admettes que tu as été un fardeau pour nous. Je veux des excuses. 48 pères Dieu se sont tournés vers moi. Certains étaient ravis, attendant le drame. Certains étaient mal à l'aise. Sarah m'a serré la main sous la table si fort que ça a fait mal. C'était ça, le piège. Si je me mettais en colère, j'étais le fils ingrat. Si je pleurais, j'étais le faible. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment sur le parquet. Vous voulez parler de chiffres, maman, ai-je demandé. Ma voix était calme, ce qui m'a même surpris. Je veux des excuses, Cameron, a-t-elle sifflé. Vous avez envoyé une facture, ai-je dit, m'éloignant de la table. Vous avez apporté la comptabilité à une réunion de famille. Vous voulez parler de coûts. Vous voulez parler de qui doit quoi. J'ai tendu la main vers mon sac et j'en ai sorti mon ordinateur portable. Puisque nous partageons des chiffres aujourd'hui, ai-je dit en marchant vers le grand téléviseur à écran plat fixé au mur, j'ai les miens. Assieds-toi, Cameron, a aboyé Victor. Ne te ridiculise pas. Tais-toi, Victor, ai-je dit calmement. Tu auras ton tour. J'ai branché le câble HDMI à mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé. La pièce a halté. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas un diaporama de photos d'enfance. C'était un relevé bancaire. Commençons par mon fonds universitaire, ai-je dit. L'image sur l'écran de 60 pouces était nette. C'était un PDF d'un formulaire de virement bancaire de la First National Bank, daté du 3 août 2015. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Linda a monté. Éteins ça. C'est privé. C'était privé, ai-je dit. Ma voix se projetait clairement dans toute la pièce. Je me suis glissé dans ma personnalité professionnelle. Ce n'était plus un fils parlant à sa mère. C'était un analyste financier senior présentant des preuves de fraude à un conseil d'administration. C'est devenu public quand vous avez mis 48 personnes en copie d'une facture pour mes couches. J'ai montré l'écran. Grand-mère et grand-père ont créé des fiducies éducatives pour Victor et moi. 89 000 $ chacune. Victor a utilisé la sienne. Il a obtenu son diplôme sans dette. J'ai regardé Victor. Il faisait tourner son vin, l'air agacé, mais pas inquiet. Il ne savait pas ce qui s'en venait. Quand j'ai demandé mon fonds, ai-je poursuivi. Maman m'a dit qu'il était parti. Elle a dit que le marché s'était effondré. Elle a dit qu'il y avait des dépenses imprévues. J'ai contracté 67 000 $ de prêts étudiants. Je les rembourse encore aujourd'hui.
Intérêts inclus. J'ai payé plus de 20 000 $ d'intérêts seulement. Le marché s'est effondré, a crié Linda. Elle était debout maintenant, serrant sa serviette. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les chiffres ne mentent pas, maman, ai-je dit froidement. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. L'écran a changé. C'était un historique de transactions. C'est le relevé de retrait, ai-je expliqué. 3 août 2015. Le solde entier de la fiducie Cameron Moore, 189 450 $ et 32 cents, a été retiré. Il n'a pas été perdu sur le marché. Il a été viré. J'ai cliqué à nouveau sur ce compte. L'écran affichait un relevé de compte courant personnel. Titulaire du compte, Linda Moore. Un murmure a parcouru la pièce. Tante Patricia a chuchoté. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas le meilleur, ai-je dit, parce que l'argent ne disparaît pas. Il change de forme. 2 jours plus tard, le 5 août 2015, un chèque a été émis de ce compte. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran s'est rempli d'une image d'une facture de concessionnaire. Porsche de Fairfield. Montant, 88 500 $. Description, Porsche Cayenne 2016, intérieur cuir blanc. Je me suis tourné vers ma mère. Elle était pâle. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Tu n'as pas perdu mon fonds universitaire, maman, ai-je dit, tu l'as conduit ici. Il est garé dans l'allée. Le silence était absolu. Tout le monde a regardé Linda. Puis ils ont regardé par la fenêtre le SUV blanc. La connexion a été établie. Le récit de la mère en difficulté s'est instantanément brisé. C'était de l'argent de famille, a bégayé Linda. Nous avions besoin d'une voiture sûre. L'ancienne tombait en panne. Je l'ai fait pour la famille. Tu as volé ton fils pour acheter une voiture de luxe. Oncle George a pris la parole. C'était un comptable à la retraite. Il regardait l'écran avec un examen professionnel. Linda, c'est un détournement de fonds fiduciaires. C'est illégal. J'étais la fiduciaire, a hurlé Linda. C'était à ma discrétion. C'était pour son éducation, a dit grand-mère Eleanor. Sa voix a coupé le bruit comme un couteau. Elle n'avait pas bougé de son siège, mais ses yeux brûlaient. J'ai mis ça en place pour son éducation, pas pour ton ego. Linda a tressailli comme si elle avait été giflée. Je n'ai pas fini, ai-je dit. Je ne fais que commencer. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Parlons des impôts. L'écran montrait les résumés des déclarations de l'IRS. J'ai déménagé quand j'avais 22 ans, ai-je dit à l'Assemblée. J'ai payé mon propre loyer, ma propre nourriture, ma propre assurance. Selon la loi, je suis un contribuable indépendant. Mais au cours des 6 dernières années, de 2018 à 2024, j'ai reçu des lettres étranges de l'IRS. Des audits, des retards. J'ai montré les lignes surlignées à l'écran. C'est parce que Linda Moore me réclame comme personne à charge sur ses déclarations de revenus fédérales depuis 6 ans. Non, a murmuré papa. Il fixait l'écran, le visage livide. Linda, tu m'as dit. Tu m'as dit que Cameron était d'accord. Tu as dit qu'il avait besoin d'aide avec ses déclarations, alors nous les avons regroupées. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit, ai-je dit à papa, je ne savais même pas. Elle m'a réclamé comme personne à charge pour obtenir la déduction. C'est de la fraude fiscale. Maman, vous vous êtes épargné environ 4 000 $ par an. Gain total, environ 24 000 $. Coût total pour moi, des années de maux de tête avec l'IRS et un score de crédit en ruine. Tout le monde le fait, a hurlé Linda. Elle perdait le contrôle maintenant. Son masque composé fondait. C'est juste de la paperasse. Tu essaies de me ruiner pour de la paperasse. J'essaie de leur montrer qui vous êtes, ai-je dit. Vous m'avez envoyé une facture de 347 000 $. Vous voulez être remboursé pour m'avoir élevé? Très bien. Déduisons ce que vous avez volé. J'ai fait le calcul mental à voix haute. 89 000 $ pour le fonds universitaire plus les intérêts. Disons 120 000 $ plus 24 000 $ de bénéfices de fraude fiscale. Nous sommes à 144 000 $. J'ai regardé Victor. Il bougeait sur sa chaise.
Il avait l'air nerveux. Il vérifiait son téléphone, espérant probablement un appel d'urgence pour le faire sortir de là. Mais les calculs n'étaient toujours pas bons, ai-je dit. On me refusait des appartements. Mon score de crédit était nul même si je payais mes factures à temps. Alors, j'ai tiré mon rapport de crédit complet. J'ai regardé mon frère. Victor, tu ferais bien d'arrêter de texter. Victor s'est figé. Quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. C'est entre toi et maman. C'est ça? J'ai cliqué sur la diapositive. L'écran montrait une demande de carte de crédit. Demandeur, chez Saphir Réserve. Cameron Moore. Cette carte a été ouverte il y a 3 ans, ai-je dit. Je ne l'ai pas ouverte, mais regardez l'adresse de facturation. L'adresse à l'écran était un condo du centre-ville de Boston. Ce n'est pas mon adresse, ai-je dit. C'était le pied-à-terre de Victor avant qu'il ne se marie. Jessica, la femme de Victor, a regardé l'écran, puis son mari. Victor, c'est une erreur, a dit Victor rapidement. Trop rapidement. Maman a probablement juste utilisé la mauvaise adresse quand elle t'a aidé à la configurer. Je ne l'ai pas configurée, Victor. C'est toi. Et maman t'a aidé. J'ai cliqué sur l'historique des transactions de cette carte. La carte est à découvert. 47 000 $ de dette à mon nom. D'accord, détruisant mon crédit. J'ai fait défiler la liste des achats. Service de bouteille au Club Icône. Voyage à Cabo. Mocassin Gucci. Et le gros coup, ai-je dit. J'ai zoomé sur une transaction d'il y a 2 ans. Tiffany & Company, 8400 $. J'ai regardé la main de Jessica. Le diamant scintillait innocemment sous le lustre. Jessica, ai-je dit doucement. C'est une belle bague. Jessica a baissé les yeux sur sa main. Puis elle a regardé Victor. Elle avait l'air d'aller vomir. Tu as acheté ma bague de fiançailles avec le crédit de Cameron, a-t-elle chuchoté. Non. Non, bébé. Écoute. Victor a balbutié en se levant. C'est compliqué. Maman a dit que c'était bon. Maman a dit que Cameron nous devait. Je n'ai jamais rien dit de tel, a crié Linda, se tournant immédiatement contre son enfant prodige pour se sauver. N'ose pas me mettre ça sur le dos, Victor. Tu l'as fait, a crié Victor en retour, le visage rouge. Tu m'as donné son numéro de sécurité sociale. Tu as dit qu'il n'allait jamais utiliser son crédit de toute façon. C'est un raté. Prends juste ce dont tu as besoin. La pièce a explosé. Tante Patricia haletait. Oncle George était debout, l'air furieux. Papa était assis, la tête dans les mains. Je suis resté là, calme au cœur de la tempête. J'avais exposé le vol. J'avais exposé la fraude. J'avais exposé la trahison. Mais j'avais encore une chose. Le dossier d'assurance n'était pas encore vide. Il y avait un dernier fichier. Une capture d'écran que j'avais prise du téléphone de Victor il y a 3 ans quand il l'avait laissé déverrouiller lors d'une fête de Noël. Un message texte de maman. C'était la raison de tout. La raison pour laquelle elle me détestait, la raison pour laquelle elle me volait, la raison pour laquelle j'étais la déception. Silence, ai-je crié. Tout le monde, silence. La pièce est redevenue silencieuse. Ils étaient terrifiés par ce que j'allais montrer ensuite. Il y a une dernière chose, ai-je dit. La raison. Pourquoi Linda traite-t-elle ses 2 fils si différemment? Pourquoi Victor est-il le prince et moi le mendiant? J'ai regardé papa. Je suis désolé, papa. Tu ne mérites pas ça. Mais tu dois savoir. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. L'écran est devenu noir une seconde. Une pause dramatique qui n'était pas intentionnelle, mais qui donnait l'impression que l'univers retenait son souffle. Puis l'image s'est chargée. C'était une capture d'écran granuleuse d'une conversation e-message. L'expéditeur, maman, le destinataire, Victor. Date, 14 juillet 2023. La bulle de texte à l'écran était énorme. Je l'ai lu à voix haute, ma voix résonnant sur les murs. Tu dois t'assurer que Cameron ne vienne pas à la réunion de planification successorale. Celui-là n'est pas l'enfant biologique de Richard.
ne le dis à personne. Si Richard le découvre, il me divorcera et je perdrai tout, y compris ton héritage. Tiens-le à l'écart. Le son qui a suivi n'était pas un halètement. C'était un vide. C'était le son de la réalité qui se brisait. J'ai regardé papa, Richard, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, l'homme qui avait pansé mes genoux écorchés, l'homme qui était resté éveillé avec moi quand j'avais de la fièvre. Il fixait l'écran. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas respiré. Son visage n'était plus gris. Il était blanc, blanc comme un fantôme. Linda, a-t-il murmuré. C'était le son le plus brisé que j'ai jamais entendu. Linda n'a pas crié cette fois. Elle n'a pas crié. Elle s'est effondrée sur sa chaise. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune défense. Le message texte était là. Ces mots sont secrets. Richard, s'il te plaît, a-t-elle gémi. C'était il y a 33 ans. C'était une erreur. Nous étions en pause. Une pause? Richard s'est levé. Sa chaise est tombée en arrière avec un fracas. Nous étions mariés, Linda. Nous essayions d'avoir un deuxième enfant. Qui est-il? La question est venue de grand-mère Eleanor. Elle ne s'était pas levée, mais sa présence remplissait la pièce. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, puis vers Linda. Qui est son père? Linda s'est enfouie le visage dans les mains. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi, ai-je hurlé. Le calme avait disparu. Les larmes que j'avais retenues pendant 3 décennies m'ont finalement piqué les yeux. Ça a de l'importance parce que vous m'avez puni pour ça. Vous me détestiez, non pas parce que j'étais mauvais, mais parce que j'étais une preuve. Chaque fois que vous me regardiez, vous voyiez votre aventure. Je me suis tourné vers la famille. C'est pourquoi elle a envoyé la facture. C'est pourquoi elle a volé mon fonds universitaire. Elle ne voulait pas investir en moi parce que je n'étais pas le sien et celui de papa. J'étais juste une erreur qu'elle ne pouvait pas effacer. Je t'aimais, a sangloté Linda, tendant la main vers moi. Cameron, je t'ai élevé. Tu m'as facturé, ai-je dit. J'ai pointé la facture encadrée au mur. Tu m'as facturé 347 000 $ pour exister. On ne facture pas les gens qu'on aime, maman. On facture les dettes. J'ai regardé Victor. Il était assis, la tête baissée. Et tu savais, ai-je dit, tu savais Victor. Ce texte t'a été envoyé. Victor a levé les yeux. Il avait l'air petit. Elle m'a dit que si papa le découvrait, la famille se briserait. Elle a dit qu'elle nous protégeait. Elle protégeait son argent. J'ai craché. Et tu l'as aidé parce que tu voulais ton héritage. Tu m'as laissé penser que j'étais fou. Tu m'as laissé penser que j'étais juste le mouton noir. Mais tu savais tout le temps. Jessica, la femme de Victor, s'est levée. Elle a retiré la bague en diamant de son doigt. Elle a glissé facilement. Elle l'a laissé tomber dans le verre de vin de Victor. Plinc. Je vais chez ma mère, a-t-elle dit. Elle a attrapé son sac à main et est sortie par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Victor l'a regardé partir, impuissant. Papa s'est approché de Linda. Il l'a regardée. Il n'a pas crié. Il l'a regardée avec une profonde, terrifiante déception. 28 ans, a dit papa. Tu m'as laissé l'élever. Tu m'as laissé l'aimer. Et tu as menti chaque jour. Je ne voulais pas te faire de mal, Richard, a plaidé Linda. Tu ne voulais pas te faire prendre, a corrigé papa. Il s'est tourné vers moi. Je me suis préparé. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Allait-il me haïr? Allait-il me regarder et voir un étranger? Il s'est approché de moi. Il a posé ses mains sur mes épaules. Sa prise était ferme. Tu es mon fils, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée, mais elle était assez forte pour que tout le monde l'entende. Je me fiche de la biologie. Je me fiche de l'ADN. J'ai changé tes couches. Je t'ai appris à conduire. Je suis ton père et tu es mon fils. Je me suis effondré. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans son épaule comme si j'avais de nouveau 5 ans. Nous sommes restés là,
père et fils, au milieu des décombres de la vérité. Je suis tellement désolé, papa, ai-je murmuré. Je suis tellement désolé d'avoir fait ça. Non. Il s'est reculé et m'a regardé dans les yeux. Tu as apporté la lumière. Ça fait mal, Cam. Mon Dieu, ça fait mal. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Il s'est retourné vers Linda. Je veux divorcer, a-t-il dit. Et je prends le chien. Puis il a regardé le reste de la famille. Je pars. Quiconque veut rester avec une voleuse et une menteuse, libre à vous. Mais si vous avez un minimum de décence, vous franchirez cette porte avec moi. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai réalisé que le sang ne fait pas une famille. La loyauté le fait. La vérité le fait. J'avais passé toute ma vie à essayer d'acheter leur amour, à essayer d'être assez bon pour éviter le coup d'être une déception. Mais le coup n'a jamais été le mien à payer. L'exode fut rapide et brutal. Papa sortit par la porte d'entrée, ses clés de voiture tintant dans sa main. Il ne regarda pas en arrière. Un instant, personne ne bougea. Le seul son était les sanglots de Linda. Un son rauque et affreux qui résonnait dans la salle à manger silencieuse. L'écran derrière moi affichait toujours le message texte. Celui-là n'est pas l'enfant biologique de Richard. Puis les chaises ont commencé à grincer. Tante Patricia fut la première. Elle se leva, attrapa son sac à main et regarda sa sœur. Je t'ai défendu, Linda, pendant des années. J'ai dit à tout le monde que tu étais juste une dure mais juste. Tu es un monstre. Elle sortit. Oncle George suivit. Je contacterai l'IRS concernant la fraude, Linda. Je ne peux pas être complice de ça. Puis les cousins, Michael, Beth, ceux du Nebraska, ils se levèrent tous. C'était une réaction en chaîne. Personne ne voulait rester dans le rayon d'explosion. Les téléphones se mirent à s'allumer à nouveau. Digne, digne, digne. J'ai regardé mon téléphone. Le chat de groupe familial, plus d'événements familiaux, explosait. Tante Patricia a quitté le groupe. Cousin Michael a quitté le groupe. Oncle George a quitté le groupe. Puis vinrent les blocages. Je pouvais le voir se produire en temps réel sur le téléphone de Linda, qui était posé face visible sur la table. Les notifications affluaient, bloquées, des amis. En 10 minutes, la maison était presque vide. La nourriture était froide. Le vin était intact. Seuls 5 d'entre nous restaient. Moi, Sarah, grand-mère Eleanor, Victor et Linda. Victor était toujours assis à table, fixant la bague en diamant submergée dans son verre de vin. Il ressemblait à un homme qui s'était réveillé dans une maison en feu. « Tu as tout ruiné », a murmuré Victor en me regardant. « Tu es heureux, Cameron ? Maman va en prison. Jessica m'a quitté. La famille est détruite. Tu es heureux. » J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. J'avais l'habitude de l'envier. J'avais l'habitude de vouloir être lui. Maintenant, je le plaignais juste. Je n'ai pas détruit la famille, Victor, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé les lumières. La pourriture était déjà là. J'ai besoin de cet argent, a dit Victor, sa voix montant. Le cabinet, j'ai des problèmes, Cam. Je dois de l'argent à des gens. J'avais besoin de l'héritage. Trouve un emploi, ai-je dit. Et rembourse la dette de carte de crédit que tu as contractée en mon nom. Ou je vais à la police demain. Victor a tressailli. Il s'est levé, a pris la bague dans le verre et l'a fourrée dans sa poche. Il a regardé maman, qui était recroquevillée sur sa chaise. Il n'est pas allé la réconforter. Il a juste ricané. Merci beaucoup, maman. Excellent plan. Et puis l'enfant prodige est parti. Il est monté dans sa Ferrari de location et a démarré en rugissant, laissant sa mère seule. Maintenant, il ne restait que nous et grand-mère. Grand-mère Eleanor s'est lentement levée. Elle s'est dirigée vers la cheminée. Elle a tendu la main et a décroché la facture encadrée. Le verre a scintillé dans la lumière de l'après-midi. Elle l'a regardé longuement. Coup d'élever une déception. 347 000 $. Elle l'a jeté. Il s'est brisé contre l'âtre de briques. Le verre s'est brisé en 1000 diamants.
Le cadre s'est cassé en deux. Linda a sursauté. Mère, a murmuré Linda. Ne m'appelle pas comme ça, a dit grand-mère. Sa voix était de glace. Tu n'es pas ma fille. M'aimer le domaine, a balbutié Linda. Richard me quitte. Je n'ai rien. J'ai besoin de ma part. Mère. Grand-mère Eleanor s'est approchée de Linda. Elle s'est penchée, son visage à quelques centimètres des joues mouillées de larmes de Linda. Tu as volé mon petit-fils, a sifflé grand-mère. Tu as menti à mon fils. Tu as déchiré cette famille pour de l'argent. Tu penses que tu vas avoir un héritage. Grand-mère s'est redressée. Elle m'a regardé. Cameron, Sarah, venez avec moi. Où, ai-je demandé. Au bureau, a dit grand-mère. Je dois appeler mon avocat un dimanche. Il va me facturer le triple, et je m'en fiche. Nous allons réécrire le testament ce soir. Elle s'est tournée vers Linda une dernière fois. Tu as 1 heure pour faire tes bagages et quitter ma maison, Linda. Si tu es toujours là quand Thomas arrivera, je ferai appel au shérif pour te faire expulser pour intrusion. C'est ma maison aussi, a crié Linda. Plus maintenant, a dit grand-mère. C'est celle de Cameron. Nous avons suivi grand-mère hors de la salle à manger. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé en arrière. Linda était assise seule à la longue table, entourée de 48 chaises vides, du cadre brisé au sol et des restes froids d'une célébration qui n'avait jamais eu lieu. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air pitoyable. J'ai attendu que la culpabilité me frappe. J'ai attendu de me sentir mal d'avoir détruit ma mère, mais tout ce que je ressentais était de la légèreté. J'ai pris la main de Sarah. Allons-y, ai-je dit. Nous avons marché dans le couloir vers le bureau. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol. La tempête était passée, l'air était clair, et pour la première fois en 32 ans, ma facture était entièrement payée. Le bureau de la ferme de grand-mère Eleanor sentait le vieux cuir, le tabac à pipe et la justice imminente. C'était une pièce où j'avais interdiction d'entrer enfant. Un sanctuaire où grand-père Harrison gérait les affaires de la ferme. Maintenant, c'était le centre de commandement pour la restructuration d'une dynastie. Il était 2 heures du matin. Aucun de nous n'avait dormi. L'adrénaline continuait de parcourir mes veines. Un cocktail chimique de choc et de libération qui rendait le repos impossible. Sarah était assise dans un fauteuil à oreilles, sirotant du thé, les yeux grands ouverts et alertes. Je me tenais près de la fenêtre, regardant l'obscurité totale de la campagne du Connecticut. Quelque part là-bas, Linda conduisait. Ou peut-être s'était-elle arrêtée pour pleurer ou comploter. Cela n'avait pas d'importance. Elle était partie. Le bruit des pneus sur le gravier brisa le silence. Ce sera Thomas, dit grand-mère. Elle était assise derrière le massif bureau en chêne, ressemblant plus à une PDG qu'à une octogénaire. Elle n'avait pas versé une larme depuis qu'elle avait brisé ce cadre. Elle était en mode guerre. Thomas Jameson entra quelques minutes plus tard. C'était l'avocat testamentaire de la famille, un homme qui me connaissait depuis que j'étais en couche. Il portait un costume, mais sa cravate était lâche et ses cheveux étaient exceptionnellement en désordre. « Eleanor, dit-il, hochant la tête à grand-mère. Puis il me regarda. « Cameron, ça fait longtemps. »« Bonjour, monsieur Jameson, ai-je dit. »« Thomas, s'il vous plaît. » Dans ces circonstances. Il posa sa mallette sur le bureau et ouvrit les loquets. « Je suis venu dès que vous avez appelé. Vous avez dit que c'était une urgence concernant le plan de succession. »« C'en est une, dit grand-mère fermement. Je veux exécuter un codicile immédiatement ou un nouveau testament entièrement, ce qui est le plus rapide. Nous pouvons rédiger un codicile ce soir et formaliser le reste plus tard, dit Thomas, sortant un bloc-notes jaune. Quelles sont les modifications ? Grand-mère croisa les mains sur le bureau. Ses jointures étaient enflées par l'arthrite, mais sa prise était ferme. Linda Moore doit être retirée en tant que bénéficiaire principale, déclara grand-mère. Thomas ne s'y a pas. C'était un professionnel. Complètement déshérité. Non, dit grand-mère, si je la déshérite complètement, elle poursuivra. Elle prétendra que j'étais sénile ou manipulé ou sous la contrainte. Elle traînera cette famille devant les tribunaux pendant 10 ans. J'ai regardé grand-mère, impressionné.
Elle pensait 3 coups à l'avance. Laissez-lui 5%, instruisit grand-mère, et incluez une clause de non-contestation. Si elle conteste le testament, elle perd les 5%. C'est assez d'argent pour ne pas la laisser mourir de faim, mais pas assez pour financer le style de vie qu'elle pense mériter, et c'est un piège. Elle prend les miettes, ou elle n'obtient rien. Thomas griffonna furieusement. Compris. Intelligent. Et les 95% restants? Richard conserve ses 30% d'origine, dit grand-mère. Il est une victime dans cette affaire. Je ne punirai pas mon fils pour les péchés de sa femme. Et le reste? Grand-mère me regarda. Son expression s'adoucit juste un instant. Les 65% restants vont à Cameron Moore. La pièce devint silencieuse. J'ai senti l'air quitter mes poumons. 65% du domaine Harrison. Nous parlions de la ferme, des investissements, des terres. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un héritage. Grand-mère, ai-je commencé en avançant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je voulais juste la vérité. Je sais. Elle me coupa. C'est exactement pourquoi tu le mérites. Victor a prouvé qu'il pouvait être acheté. Linda a prouvé qu'elle était une voleuse. Tu es le seul qui est tenu bon dans le feu et qui n'a pas brûlé. Elle se tourna vers Thomas. Rédigez-le. Je veux le signer avant le lever du soleil. Pendant que Thomas travaillait, le grattement de sa plume étant le seul son dans la pièce. Grand-mère ouvrit le tiroir supérieur de son bureau. Elle en sortit une épaisse enveloppe couleur crème. Elle semblait vieille. Les coins étaient légèrement pliés. Cameron, dit-elle, viens ici. Je marchai vers le bureau. Elle fit glisser l'enveloppe sur la surface en acajou. J'ai écrit ce chèque en 2016, dit-elle. C'était ton cadeau de remise de diplôme. Je l'ai donné à Linda pour qu'elle te le donne parce que je ne pouvais pas faire le trajet jusqu'à Boston cette semaine-là. Ma sciatique me faisait souffrir. Je fixai l'enveloppe. À Cameron, elle m'a dit que tu l'avais refusé, dit grand-mère doucement. Elle m'a dit, tu as dit, je n'ai pas besoin de la charité de grand-mère. Je vais y arriver seul. J'étais blessé. J'étais si fier de toi. Et je pensais que tu me rejetais. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais grand-mère, je pensais que vous vous en fichiez. Je pensais que vous étiez déçu que je n'aille pas à la faculté de droit comme Victor. Je me fiche de la faculté de droit, dit-elle, puis soupira. Ouvre-le. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite et un chèque. Le chèque était à l'ordre de Cameron Moore. La date était le 20 mai 2016. Le montant était de 50 000 $. Elle l'a gardé, ai-je murmuré. Elle ne l'a pas encaissé parce qu'elle ne pouvait pas falsifier ma signature sur un chèque de cette taille sans attirer l'attention de la banque. Alors, elle l'a juste caché. Elle m'a laissé me noyer dans les prêts étudiants pendant que ça restait dans un tiroir quelque part. Non, dit grand-mère. Je l'ai trouvé dans son sac à main aujourd'hui quand elle a laissé son sac dans la cuisine pour aller faire son petit discours. J'ai fouillé. Je soupçonnais Cameron. Je soupçonnais depuis des années qu'elle interceptait des choses. Aujourd'hui, j'avais juste besoin de preuves. Elle tendit la main et prit le vieux chèque de ma main. Elle le déchira en deux. Puis elle sortit son chéquier. Ce chèque est périmé, dit-elle en décapuchonnant son stylo. Et franchement, avec l'inflation, ce n'est pas suffisant. Elle écrivit un nouveau chèque. Elle le déchira d'un coup sec et me le tendit. 100 000 $. Rembourse tes prêts étudiants, ordonna-t-elle. Rembourse cette dette de carte de crédit que Victor t'a mise sur le dos, et répare ton crédit. Je veux que tu commences ta vie, Cameron. La vie que tu aurais dû avoir il y a 10 ans. J'ai regardé le chèque, puis Sarah, puis grand-mère. Le poids de la dernière décennie, les nuits blanches, les crises de panique à cause des factures, le sentiment de noyade a commencé à se dissiper. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la validation. C'était la reconnaissance que je n'étais pas fou et que je n'étais pas un échec. Merci, ai-je dit, la voix nouée. Grand-mère, je ne deviens pas sentimentale. Elle a agité la main de manière désinvolte,
bien que ses yeux fussent humides. Thomas, ce document est-il prêt? Prêt pour signature, dit Thomas. Nous l'avons attesté. Sarah et moi avons signé en tant que témoins du codicille. À 3h45 du matin, Linda Moore était officiellement dépossédée de son pouvoir. Les mois suivants furent un tourbillon de victoires administratives. Avec le chèque de grand-mère, j'ai pulvérisé mes prêts étudiants. Je me suis connecté au portail que j'avais vérifié obsessivement pendant des années, j'ai tapé le montant total du remboursement et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Voir le solde passer à $0 était mieux que n'importe quelle drogue. Puis je me suis attaqué aux cartes de crédit. Je ne les ai pas seulement payées. J'ai déposé la plainte comme promis. J'en ai envoyé une copie à Victor. Il m'a appelé en suppliant, en pleurant, disant que cela ruinerait sa carrière. Tu as ruiné mon crédit pendant 3 ans, Victor, lui ai-je dit. Tu as acheté une bague en diamant avec mon identité. Je ne porte pas plainte si tu me rembourses chaque centime dans les 30 jours. Si tu manques la date limite d'1 heure, je remets le dossier au procureur. Il a vendu la Ferrari. Il a liquidé son portefeuille. Il a emprunté de l'argent à son cabinet, mais il m'a remboursé $47 000 plus les intérêts. Mon score de crédit est passé d'un misérable 580 à 750 en 6 semaines. Nous avons déménagé de notre petit appartement vers une maison de ville avec un jardin. Sarah a enfin eu la cuisine qu'elle méritait. Mais le plus grand changement n'était pas financier. Il était mort. Richard Moore a déménagé dans un petit condo près du port. Il avait l'air 10 ans plus jeune. Il n'était plus voûté. Il a adopté un golden retriever nommé Buster. Nous avons commencé à dîner tous les dimanches. Juste moi, Sarah, papa et parfois grand-mère. Nous n'avons jamais parlé de Linda. Elle était devenue un fantôme dans nos vies, un mauvais souvenir dont nous guérissions collectivement. Je pensais que c'était fini. Je pensais que l'histoire se terminait là, les méchants vaincus et le héros obtenant l'or. Mais la vie n'est pas un film. Les méchants ne disparaissent pas simplement. Ils traînent et parfois ils essaient de revenir pour une suite. C'était un mardi d'octobre quand la lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste un cachet de Dayton, Ohio. J'étais assis sur mon nouveau Porsche, tenant l'enveloppe. Je savais ce que c'était, ou plutôt de qui cela venait. Je l'ai ouverte. L'écriture était soignée, bloc, masculine. Cher Cameron, je m'appelle Michael. Je ne veux pas perturber votre vie, et je ne demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que j'existe. Votre mère et moi avons brièvement travaillé ensemble en 1991. Quand j'ai entendu les rumeurs, les nouvelles voyages vite dans les familles, j'ai fait un test. Il semble que nous soyons liés. J'ai une vie ici. J'ai 2 filles. Ce sont vos demi-sœurs. Si jamais vous voulez les connaître ou me connaître, la porte est ouverte. Sinon, je comprends. Je ne voulais juste pas que vous pensiez que vous veniez de nulle part. Respectueusement, Michael. Je l'ai lu 2 fois. Sarah s'est assise à côté de moi, me tendant une bière. C'est lui, a-t-elle demandé. Oui. Comment te sens-tu? J'ai regardé les feuilles d'automne tomber dans le jardin. J'ai pensé à papa Richard. J'ai pensé à lui m'apprenant à me raser. J'ai pensé à lui assis dans la voiture en pleurant, me disant que j'étais son fils indépendamment de l'ADN. Je me sens bien, ai-je dit. Je suis curieux. Peut-être qu'un jour je le rencontrerai. Peut-être que je rencontrerai ses sœurs, mais pas aujourd'hui. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans ma poche. J'ai déjà un père, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'un remplaçant. J'avais juste besoin de connaître la vérité. Je suis rentré et j'ai rédigé un court email à l'adresse que Michael avait fournie. Je l'ai remercié pour son respect. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il a répondu immédiatement, prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'était une interaction saine. Pas de drame, pas d'exigence. C'était l'exact opposé de tout ce que Linda m'avait jamais donné. En parlant de Linda, elle m'a pris au dépourvu 2 jours plus tard. Je quittais mon immeuble de bureau au centre-ville de Boston. Il pleuvait à nouveau. Un retour à ce dimanche où l'email était arrivé. Je marchais vers ma voiture, parapluie à la main, quand une silhouette est sortie de derrière un pilier en béton. C'était elle.
Elle avait l'air diminué. C'est le seul mot pour la décrire. La Linda Moore qui régnait sur les réunions comme une reine était partie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un manteau qui semblait dater de quelques saisons. Elle avait l'air fatiguée. « Cameron » a-t-elle dit. Sa voix était rauque. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas rapproché. J'ai maintenu un rayon de 3 mètres. « Que voulez-vous, Linda » ai-je demandé. Je ne pouvais plus l'appeler maman. Je n'ai plus. J'ai essayé de vous appeler, a-t-elle dit. Vous m'avez bloqué. Vous m'avez bloqué partout. C'était le but. Je vis dans un motel, Cameron, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Votre père, Richard, a eu la maison dans le règlement du divorce. Grand-mère m'a jeté dehors. Je n'ai nulle part où aller. Vous avez 5% du domaine, ai-je dit. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent dans une vie. Gérez le mieux que vous n'avez géré mon fonds universitaire. Elle a tressailli. Puis elle a essayé l'ancienne magie. Elle a écarquillé les yeux, laissant les larmes s'y accumuler. Elle a joint les mains. Je suis ta mère, a-t-elle murmuré. Je t'ai donné la vie. Je t'ai porté pendant 9 mois. Est-ce que cela ne signifie rien? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la manipulation. J'ai vu les rouages tourner derrière ses yeux, calculant comment extorquer de la sympathie, comment revenir. Tu m'as donné la vie, ai-je concédé. Et puis tu m'as envoyé une facture pour ça. J'étais en colère, a-t-elle pleuré. J'étais blessé. Je voulais juste que tu m'apprécies. Non, ai-je dit, ma voix coupant la pluie. Tu voulais me posséder. Tu voulais un retour sur ton investissement. Tu n'as pas élevé un fils. Tu as élevé un actif de portefeuille. Et quand je n'ai pas rapporté les dividendes que tu voulais, quand je n'étais pas l'avocat chic comme Victor, tu as essayé de me liquider. J'ai fait un pas vers ma voiture. S'il te plaît, a-t-elle supplié, attrapant ma manche. Je n'ai personne. Victor ne me parle pas. La famille me déteste. Je suis toute seule. J'ai retiré mon bras. Tu n'es pas seule parce que tu es une victime, Linda. Tu es seule à cause des choix que tu as faits. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Tu as choisi les mensonges plutôt que la vérité. Tu as choisi de faire de ton enfant l'ennemi. J'ai déverrouillé la portière de ma voiture. Cameron, attends, a-t-elle crié. Je peux changer. Nous pouvons recommencer. Je te pardonne pour la réunion. J'ai fait une pause. J'ai failli rire. Elle me pardonnait. L'illusion était terminale. Je me suis retourné vers elle une dernière fois. Je n'ai pas besoin de ton pardon, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai trouvé des gens qui m'aiment gratuitement. Ils ne me facturent pas leur temps. C'est ça, la famille. Je suis monté dans la voiture. J'ai claqué la portière. Je l'ai verrouillée. Elle est restée là sous la pluie à me regarder. J'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai reculé. Je l'ai vue dans le rétroviseur, rapetissant de plus en plus jusqu'à n'être qu'une tache grise floue contre le béton. J'ai allumé la radio. Une chanson de rock classique jouait. Je l'ai montée. Je suis rentré chez Sarah. Je suis rentré à ma vie. Ce dimanche-là, l'air de la maison de ville était rempli de l'odeur du rôti de bœuf et de l'ail. Papa était là, riant de quelque chose que Sarah avait dit. Grand-mère Eleanor était assise dans le fauteuil, donnant en douce des restes à Buster le chien. Je me tenais sur le pas de la porte de la cuisine, les regardant. C'était ça. C'était le bénéfice de l'affaire. J'avais payé un prix élevé pour arriver ici. J'avais payé avec mon enfance, avec ma confiance, avec des années d'anxiété. Mais en les regardant maintenant, mon vrai père, ma grand-mère féroce, ma fiancée aimante, j'ai réalisé quelque chose. J'étais l'homme le plus riche du monde. Ma facture était payée. Mon bilan était équilibré. Et pour la première fois, j'étais en positif. Avant de partir, je veux partager quelques vérités que cette expérience a gravées dans mon âme. Je sais que l'histoire était lourde et que vous avez peut-être cliqué pour le drame, mais j'espère que vous resterez pour la leçon. Premièrement, l'indépendance financière est votre bouclier.
Si je n'avais pas été financièrement indépendant, si j'avais encore dépendu de Linda pour le loyer ou les factures, je n'aurais jamais pu lui tenir tête. L'argent ne sert pas seulement à acheter des choses. Il sert à acheter votre liberté. Il s'agit d'avoir l'argent nécessaire pour vous éloigner des situations toxiques. Si vous êtes jeune ou si vous êtes bloqué, donnez la priorité à votre liberté financière. C'est le seul moyen de briser le cycle de contrôle. Deuxièmement, la famille est un verbe, pas un nom. La biologie est un accident de naissance. La famille est un choix. Richard Moore est mon père parce qu'il a agi comme tel, et non à cause d'un test ADN. Linda est une étrangère parce qu'elle a agi comme un créancier. Ne laissez pas la culpabilité du sang vous obliger à accepter les abus. Vous avez le droit de licencier les membres toxiques de votre famille. Et enfin, gardez vos reçus, au sens propre comme au figuré. Dans un monde où les gens vous feront douter et réécriront l'histoire pour se faire bien paraître, vos dossiers sont votre santé mentale. Faites confiance à votre instinct, mais vérifiez avec des données. Je veux vous entendre. Quelle est la limite la plus importante que vous ayez jamais dû établir avec un membre de votre famille? Était-elle financière, émotionnelle, ou si vous avez simplement apprécié de voir la justice rendue aujourd'hui, merci d'avoir écouté. Porque por eso me conecto a esta hora, para molestar a la gente y ayudarlos y hacer que prueben muchas cosas que probablemente Huevócrates le da miedo probar. Es que Huevócrates le tiene miedo al éxito. ¿Verdad? Algo así, igual al huevo ¿Será les da racista? mucho miedo. Yo creo que sí. Con los humanos, ¿eh? Porque los humanos los dejan ahí debajo del puente y todos los huevos en el árbol bien felices Sí, y es aparte algo les tiene raro. exiliados ahí y no, no sé, ¿eh? Como que... Más que nada es porque Huevócrates los trae porque, bueno, ellos no tienen tanta habilidad como ustedes, ya que cada uno de ustedes tiene una habilidad de magia, de defensa, de pelea. Entonces los excluidos nada más pueden dar cosas así un poco importantes, pero pues son muy malos peleando. Ok, ok. Por eso trajimos a cada uno de ustedes para que nos ayude. God, ¿eh? Mi habilidad especial es estar pendejo. Pero es una habilidad. Eso sí es cierto. Y pues aparte también porque, pues bueno, Huevócrates me tiene prohibida muchas cosas, que por ejemplo los hechizos, que pues le estoy robando constantemente algunos y se los estoy dando también a las personas. Obviamente no de nivel tan alto, porque si no, sí Huevócrates se enoja conmigo. Pero, ¿alguien más supo lo del aplanamiento? No, solamente creo que 2 personas. Yo sé quién fue una, pero no... Es que nosotros estamos literalmente viviendo en ese aplanamiento de la Wild Creo Queen. que fue... Creo que sí Víctor, fue ¿no? alguien... Sí. Sí, 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 me dijo. Es que yo nunca te había visto a ti, entonces... Creo. Sí, yo ayudé todo eso. Solamente fue cuestión de hacerle así de que ¡pup! Y luego ¡pup! Y ya. Que Los huevos tienen demasiado poder. es verdad. Chasqueó los Chasqueó huevidedos. la cáscara y La cáscara. Literal chasqueó la cáscara. Uy, sí se borró. Sí, me tienen prohibida, ya que pues bueno, puedo... Si yo quisiera podría borrar Pero- todo esto. Pero ¿por qué ayudas a la gente y los otros huevos no? Porque Huevócrates quiere que todos los huevos ayuden a la gente. Pero pues bueno, uno se cansó de hacer eso y pues se corrompió. O sea, tú eres una huevina corrompida. O No, yo soy una hueva hueva, eso. amable, ya que el otro Mm. huevo corrupto fue el que se cansó de ayudar al mundo de Huevoland y corrompió todo. Pero pues yo era todavía una huevita muy chiquita, entonces no sabía nada y pues Huevócrates me contó esa historia. O sea, soy la ok, novata, pues. ok. ¿Eres la más chica de todos los huevos? Sí, soy 200 años, un poquito menor que ellos. 200 años. Sorprendente. 200 años es una buena edad. Todavía está
Ahí yo todavía tengo mi Tinder configurado para 200 años. Ok, Sí, huevo creo que tiene 500 entre o nos. más. ¿Cómo te digo? ¿Webity? ¿O cómo? Bebiti. Ajá. Webity. Ok, Webity. Bebito. Entre nosotros, ¿tú crees poder pasarme el pergamino que estabas ocupando a nivel 1? ¿El de la sal eléctrica? ¿Ese? Claro. Solo úsalo bien. Oh, sí. Te lo No, cambio, mira, por uno. Te lo cambio por uno que tengo, así Dino es como un que. hechicero muy responsable. Mira, te lo cambio por uno. Este que dice que es épico, pero no sé qué hace. Toma. Toma, te doy de nivel 2. De Prisa. nivel 2, también te lo di yo. El de prisa es buenísimo. ¿Ah, sí? Sí, Devuélvemelo. eso hace Ah, que no, no. sea rápido. A ver. Ah, pero tampoco tanto, ¿eh? Obviamente no, porque es nivel 2, pero cuando lo tengas de Ah, nivel pero. 3, 4, Sí, Ojo. sí, sí. Los niveles, hay a que ver, por pensar en eso. ejemplo, A ya lo ver. actualicé y ahora es de nivel 4. Digo, no se siente tanto, Pero pero bueno. son 40 segundos. No, sí, sí se siente, ¿eh? Bien, sí, claro que se siente. Sí, sí. Bueno, pues ya les puedo dar ahí su pequeña